présenter devant vous, aussi fidèlement que possible, la genèse des incidents et l'historique de leur évolution. Il n'est pas inutile, je pense, de placer le problème dans son contexte historique actuel, et je ne veux prendre comme point de repère que la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne, sa reconnaissance par le Maroc et les diverses démarches effectuées depuis lors jusqu'à nos jours pour qu'une solution équitable puisse être trouvée à l'amiable et par voie de négociation aux différents problèmes, parmi lesquels celui de la délimitation des frontières, qui pouvait se poser entre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le gouvernement algérien par la suite, et le gouvernement du Maroc indépendant. Lors de la constitution du GPRA, il ne vous échappera pas que tous les pays qui se trouvaient liés avec la France par des relations diplomatiques ou de coopération se sont trouvés tous devant un dilemme auquel il leur fallut trouver une solution rapide, conforme plus à leurs amitiés et fraternités traditionnelles, à leur idéal, plus qu'à leur intérêt immédiat. Et dans cette sphère de ces amitiés agissantes, le Maroc fut l'un des premiers à reconnaître le GPRA, et je me souviens qu'alors, au cours d'un conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence de mon regretté père, Sa Majesté Mohamed V, il avait été mentionné que la lettre qui serait écrite par le gouvernement marocain, et cette lettre existe toujours aux archives du ministère des Affaires étrangères, contiendrait la reconnaissance du GPRA par le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc et par le Maroc, sans toutefois porter préjudice, ni d'une façon directe ni indirecte, aux intérêts et aux droits du Maroc quant à ses prétentions territoriales. Par la suite, et pour donner un effet complet à la convention de l'indépendance qui a été signée entre le Maroc et la France en mars 1956, et dans laquelle il était stipulé que le gouvernement de la République française s'engageait à respecter et à faire respecter l'intégrité territoriale du Maroc, le gouvernement français, par l'entremise de son ambassadeur d'alors, je veux le citer, car dans le monde entier, indépendamment de ses titres, cet homme est connu pour être la droiture et l'honnêteté même. Il s'agit de M. Alexandre Parodi, vint trouver le gouvernement de Sa Majesté, M. Balafrège, alors ministre des Affaires étrangères, pour lui faire la proposition de régler le contentieux frontalier entre le Maroc et la France, et notamment de parler de Tindouf. La réponse de mon père fut alors: toute conversation qui s'engagerait avec le gouvernement français actuellement en ce qui concerne les prétentions du Maroc et ses droits sera considérée comme un coup de poignard dans le dos de nos amis algériens qui combattent, et je préfère attendre l'indépendance de l'Algérie pour poser à nos frères algériens le contentieux frontalier. ماشي في 85 يعني. الأب الكريم والأم كانوا من أصل مراكشي، وبالذات مدينة مغاربة، وبالذات مدينة مراكش في نواحي مراكش، واحد مولاد ناصر على 60 كيلومتر على مدينة مراكش. Au lendemain de la disparition de Sa Majesté Mohamed V, et lorsque j'ai pris le trône et le pouvoir, le Maroc s'est trouvé devant une situation, pour le moins que l'on puisse dire, illogique. En effet, il avait devant lui un gouvernement algérien qui, tout en entamant des négociations secrètes avec le gouvernement français pour essayer de sortir de l'impasse et d'aboutir enfin aux accords d'Évian, ce gouvernement algérien se trouvait aussi dans la nécessité de continuer à s'armer
dans la mesure du possible et au maximum. Et il y recourt au Maroc pour pouvoir soutenir sa guerre et ses efforts militaires. Vous dire les acrobaties diplomatiques, parfois très dangereuses, que nous fûmes obligés de jouer pendant cette période serait, messieurs, je pense, prendre trop de votre temps. Il vous suffise de savoir que nous avions alors le calendrier d'évacuation, tant des bases françaises qu'américaines, et que malgré la position géographique d'alors de ces bases sur le territoire marocain, nous pûmes, avec des efforts de patience et de persuasion, introduire en Algérie des quantités énormes et massives d'armement russe, particulièrement d'hélicoptères genre MiG-4, qui furent montés sur la base marocaine de Meknès, là où les pilotes algériens furent entraînés par des instructeurs russes. Et l'un des hélicoptères capturés avec leurs pilotes n'est pas autre chose que l'un de ces hélicoptères dont j'ai parlé, leurs pilotes étant très bien connus par tous nos jeunes aviateurs marocains qui, alors, à la base de Meknès, étaient ses camarades d'études. ما قمناش بالهجوم، احنا ما عندناش باش نقوم بهجوم، ما عندناش طائره واحده، ما عندناش مش احنا اللي نقوم بالهجوم، هما دخلوا لبلادنا صدوهم فقط. بس انت في 28 اكتوبر 1963 كما ذكرت وكاله السوشيتي بريس في ذلك التاريخ وصلتك 3 سفن محمله بالاسلحه وبالمدرعات من كوبا من عند صديقك كاسترو. نعم، ولا استخدمنا كذلك للطائرات اللي ارسلها لي جمال عبد الناصر. طائرات عبد الناصر ارسل لك طائرات وضربت بها الحدود المغربيه. ولا ضربت فيها حدود المغرب، ولا طائره واحده طلعت، ولا جندي مصري ساعد في يعني دخول. بس المغاربه اعلنوا عن اعتقال 2 مصريين. جاوا كان هناك طيارين مصريين شاركوا في هذه الحرب. وفي هذه الفتره فعلا جاء الخبر بأن هليكوبتر حط في نواحي إيرفوت، والقائد لم يسمح للطيار أن يقلع بالطائرة العودة أيضا، وكان أفطر في مراكش، فطلب من الطيار وهو طيار صديق، قال له بالحرف: اذهب فأتني بهذه الضباط، إن لم تأتيني بهم فأقطع لك رأسك. فعلا جاءوا بالضباط إلى مراكش، وكان من بين هذا الضباط الرئيس الحالي لمصر حسن مبارك. الضابط اللي قبض عليهم في صحيفة العالم ذكر القصة قبل أيام. لكنها كان بينهم، كانت برتبة أظن هذاك الوقت ملازمه. أنت عايشت هذه الأحداث، كنت في مراكش. وصلت الطائرات اللي انت يعني القصف وصلت للجزائر، وشوف ان المسألة من عند عبد الناصر، عجب عبد الناصر. يعني واضح ان الان عرف مصر دخلت، كانت مصر في ذلك الوقت دخلت بقواتها في اليمن، وايضا عبد الناصر ارسل قوات الى الجزائر لضرب المغرب. Avec l'évolution des événements et les accords d'Évian commençant petit à petit à apparaître à la surface, le gouvernement de la République algérienne vint dire au gouvernement marocain, dont j'étais et dont je suis encore président du Conseil, qu'il avait besoin d'un appui inconditionnel, car il était question d'une partition de l'Algérie et qu'il fallait absolument que le gouvernement marocain dise qu'il était contre cette partition et qu'il entendait faire respecter par tous les moyens possibles l'intégrité du territoire algérien. Je fus naturellement amené à poser le problème sous 2 alternatives. Le GPRA, alors réuni à Rabat, se vit poser par moi personnellement les 2 hypothèses suivantes. Je suis roi du Maroc, dépositaire de la souveraineté et garant de l'intégrité nationale. Je ne peux soutenir inconditionnellement une intégrité territoriale de l'Algérie
qu'à deux conditions. Ou bien nous faisons fondre complètement le contentieux frontalier dans une confédération algéro-marocaine dont nous posons les bases tout de suite. Ou bien alors, si vous n'acceptez pas cette position, permettez que nous fassions un accord dans lequel on fera ressortir que tout en soutenant l'intégrité de votre territoire, le Maroc ne saurait abandonner, ni implicitement, ni explicitement, ni totalement, ni partiellement, le moindre de ses prétentions, ni le moindre de ses droits. كان موقف الحسن الثاني منك ايه؟ في تلك المرحلة وذاك التاريخ كان مش موقف معادي باقي في الحياة كانت الحكومة المؤقتة موجودة عنده واستقبلهم كحكومة مؤقتة إلى آخره، ولكن ما كانش موقف سلبي مثل الموقف نتاع حبيب بورقيبة، هذا لازم يقال كذلك بكل قعد الحياة ما تدخلش لا لصالح. Par la suite, je chargeai deux de mes ministres d'État, M. Allal Fassi, ministre d'État, chargé des Affaires islamiques, et le Dr Khatib, ministre d'État, chargé des Affaires africaines, d'aller se réunir avec le GPR et leur faire même la proposition suivante, qui pouvait nous entraîner vraiment très loin quant à ses conséquences, en leur disant ceci: Sa Majesté peut aller avec vous jusqu'au stade suivant. Si vous pensez qu'une action militaire conjuguée entre le Maroc et l'Algérie peut être de nature à vous aider pour libérer vos territoires, indiquez-nous nos zones opérationnelles, indiquez-nous les endroits où vous voulez que nous vous aidions, non pas en armes, mais en hommes et en matériel. En somme, indiquez-nous les points d'impact où vous voudriez que le Maroc vous aide en combattant à recouvrer votre indépendance et votre intégrité territoriale. La réponse du GPRA fut alors: surtout pas, donnez-nous simplement des armes et des moyens, nous nous chargeons du reste. Et je dis cela pour répondre aux commentaires de Radio Alger qui nous demandent pourquoi est-ce que, au lieu d'aider l'Algérie à libérer son territoire pendant la guerre, nous venons aujourd'hui lui réclamer des parcelles de territoire comme si nous étions des corbeaux sur un corps malade. Je réponds que le gouvernement marocain avait alors proposé au gouvernement algérien de prendre avec lui les armes à condition qu'ils nous indiquent, eux, les endroits où ils voulaient que nous les aidions. La réponse ayant été négative, la suggestion de faire une confédération dont nous aurions jeté les bases ayant été rejetée, il ne restait plus que la solution de l'accord qui a été rendu public par le gouvernement marocain. Cet accord a été signé par M. Fahad Abbas, président du GPRA, en présence des 3/4 de son gouvernement, réunis à Rabat. Avant sa signature, le consentement du président Ben Bella a été demandé et le président Ben Bella a accepté que l'accord soit rédigé et signé. Par la suite, le président Ben Bella, le jour de son investiture, a déclaré qu'il prenait à son compte et qu'il garantissait tous les accords passés par le GPRA. Je crois savoir qu'il a répondu dernièrement à la question d'un journaliste qu'en ce qui concernait cet accord, il ne le connaissait pas. Je lui dis tout simplement que sur le plan juridique, l'accessoire suit le principal. Ce n'est pas lui qui a signé les accords d'Évian, et malgré ça, il applique les accords d'Évian. Lorsqu'on applique un accord qui englobe tout l'avenir et le devenir d'un pays, on ne peut pas rejeter un accord qui n'en est qu'une infime partie par rapport à la naissance de l'État algérien. En droit, l'accessoire suit le principal. En fait, le président Ben Bella a accepté l'accord. En fait, il a dit que sans exception, il prenait à son compte tous les accords passés par le GPR. واتفقت معه كما تقول المصادر وأنت تؤكد هذا وتنفيه على بعض التعهدات بأن تعترف بحق المغرب في ضم موريتانيا إليه، والثانية
إعادة أو منح المغرب منطقة كندوف؟ ابدا ولا وقع كلام ما بين حسن الثاني وانا في هذا الموضوع بالذات. هذا وقع بعد الاستقلال وبعد ما اصبحت انا رئيس الجمهوريه عام بعد دخولي ولا وقع كلام مع حسن الثاني على ما جرى ما بين الحكومه المؤقته وحسن الثاني والاتفاق يعني الغير المعلن بان توقع محادثات من بعد الاستقلال، لكن هنا ولا وقع ما بيني وبينه. طب عشان أجل نقطة الحسن الثاني هذه قبل دخولك إلى الجزائر. السفير محمد التازي في مذكراته بيقول إن في شهر مارس 63 الحسن الثاني أرسل وفد إلى الجزائر لإقامة تعاون في كل المجالات، وجاء الحسن الثاني بعدها إلى الجزائر وطلب منك الوفاء بتعهداتك فيما يتعلق بمنطقة تندوف بعد الاستقلال. يعني معنى ذلك ان في تعهدات سابقة؟ لا، في تعهدات ما بين الحكومة المؤقتة ومحمد الخامس على ان يفتح هذا الملف تاع الحدود ما بعد الاستقلال. يفتح ملف الحدود ام في تعهدات بالوفاء بهذه التعهدات؟ لا، يفتح الملف ويبقى حوار يفتح. انت لم تتعهد لمحمد الخامس ابدا ولا تعهدت لوحدي، ولم تتعهد للحسن الثاني؟ ولا تعهدت لان ما كنتش انا في الحكم بكل صراحه. لم تكن في الحكم ولكن الحسن الثاني. لا انا اقصد هنا قبل دخولك الى ابدا ولا مره واحده. Après l'indépendance de l'Algérie et au cours de l'affrontement fraternel qu'a vu ce pays entre les deux tendances d'alors, le gouvernement marocain s'est efforcé par tous les moyens de ne jamais intervenir dans les affaires intérieures du GPRA et de l'Algérie. Nous nous sommes refusés à donner la primauté aux uns contre les autres, étant assurés qu'un jour ou l'autre, frères, ils redeviendraient pour reconstruire ensemble leur Algérie. كل المعارضة المراكشية كانت عندي، كله بما فيهم يوسف هذا اخونا عبد الرحمن يوسف كان عندي، كل المعارضة اللي انا اشتغلت معها واللي يعني انت كنت عمال تقوي المعارضة ضد الحسن الثاني؟ انا ما عملتش يا اخي، هم هربوا عندي كانوا معايا البارح وما ياكلوا معايا ويتعاملوا معايا ويتعبوا معايا. انا ليه ما نعرفش حسن الثاني كان في مدغشقر، نعرف اللي كانوا طلعوا الجبل وضحوا الى اخره، سعيد بن عيلات، حسن العرج، عبد الرحمن يوسفي ومشى بالعشرات والبصري وبعدين جاوا لعندي نطردهم. في مراكش محمد الخامس يعني اتفقت انا معه في مدريد ووفى بكل النقاط اللي اتفقت معه وحتى اكثر منها. Et lorsqu'au mois de mars dernier, au nom du président Ben Bella, le regretté M. Khnisti, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, me fit savoir que son président et son gouvernement seraient très heureux que je visite l'Algérie, et lorsque je répondis que j'irais avant de me rendre en Amérique, j'étais convaincu que de cette visite ne pourrait sortir que de bons résultats, que des fruits bénéfiques, car ça permettrait non plus de jeter un pont entre les dirigeants seulement, mais de créer un courant de sympathie entre deux peuples devenus majeurs et indépendants. Je me rendis donc à Alger et au cours des entretiens que j'eus avec le président Ben Bella, en tête-à-tête, je lui fis remarquer que, ma foi, il était peut-être temps que l'on ouvrît enfin ce dossier des frontières. Et je lui disais, en particulier, Monsieur le Président, il y a quand même Tindouf. Vous ne pouvez vraiment pas méconnaître que Tindouf est certainement, parmi toutes les injustices, la plus flagrante et la plus patente. Sa réponse fut la suivante. Je demande à Votre Majesté de me laisser le temps de mettre en place les institutions algériennes, de devenir chef de l'État algérien, de prendre en main et le parti et l'opposition, et alors, vers le mois de septembre-octobre, j'aurai la plénitude de la qualité qui me permettra d'ouvrir avec vous ce dossier des frontières, étant bien entendu qu'il ne saurait être question pour les Algériens d'être purement et simplement les héritiers de la France en ce qui concerne les frontières de l'Algérie.
Je partis donc tranquillisé. Parmi les ministres qui m'accompagnaient à Alger, il y en avait certains qui étaient sceptiques et qui me firent remarquer que, ma foi, un engagement verbal de cette nature n'était pas de nature à leur donner à eux la tranquillité qu'ils avaient mise en moi. Je leur répondis que, ma foi, une génération de dirigeants qui s'étaient formés dans un même creuset de résistance, de militance, d'idéal, ne pouvait vraiment pas se permettre de douter des engagements et des paroles échangées. الحكومة المؤقتة ومحمد الخامس على أن يفتح هذا الملف تاع الحدود ما بعد الاستقلال. يفتح ملف الحدود أم في تعهدات بالوفاء بهذه التعهدات بعد يفتح الملف ويبقى عوار يفتح. Mais quelle ne fut pas la surprise du gouvernement marocain et quelle ne fut pas ma peine et mon affliction de voir qu'au lendemain de mon retour d'Amérique, certaines presses de Moyen-Orient trouvaient, en ce qui concerne le Maroc, des échos favorables tant dans la presse que dans la radio algérienne. Je pensais que c'était là le fait soit d'irresponsable, soit le fait d'une intoxication, et aussi le fait qu'il fasse que tout nouveau, tout beau, l'Algérie, ayant pendant 130 ans eu toute relation coupée entre elle et le monde arabe, je pensais que l'Algérie était à ce moment-là extrêmement sensibilisée pour tout ce qui était arabe, pour tout ce qui était oriental, et je pensais personnellement qu'en face des réalités de tous les jours, qu'en face de la réalité et qui demeurera une nécessité et un impératif de construire le Maghreb arabe, que l'Algérie et le Maroc feraient taire toute leur susceptibilité pour ne penser qu'à une chose, à asseoir sur le terrain des réalités ce qui devient une nécessité de jour en jour, tant sur le plan humain que sur le plan social et économique. Vers le mois de septembre, au moment où éclata la dissidence en Kabylie, nous entendîmes une déclaration du président Ben Bella, président de la République alors, et c'est là ce qui devenait plus grave, car engageant son État en tant que chef d'État, prétendre que le Maroc encourageait la dissidence en Algérie et qu'il ne voulait voir comme preuve de cet encouragement que deux éléments principaux. D'abord, le fait que M. Karim Belkacem soit venu à Tanger. Ensuite, le fait que des mouvements de troupes marocaines avaient été vus le long de la frontière. Bien que cela ne soit pas le sujet de notre entretien ce jour, je peux néanmoins vous donner quelques explications concernant les deux points. Jamais le Maroc n'a fermé ses portes à qui que ce soit. Et si M. Karim Belkacem était venu à Tanger, le Maroc l'aurait accueilli en tant qu'ancien ministre, en tant qu'ancien soldat ayant effectivement combattu dans le Maquis, en tant qu'ancien résistant. Ce qui ne veut pas dire que le Maroc aurait entretenu avec lui directement ou indirectement des relations de nature séditieuse. Mais le Maroc ne lui aurait pas fermé ses portes. Or, il se trouve qu'au moment où le président de la République algérienne lançait son anathème contre le Maroc et portait contre lui cette accusation, M. Karim Belkacem, dans la même semaine, se voyait notifier à personne, c'est-à-dire de la main à la main par le gouvernement suisse, l'interdiction qu'il lui faisait de s'adonner à toute activité politique. M. Karim Belkacem n'étant pas doué du don d'ubiquité, il lui était difficile de recevoir à personne la notification du gouvernement algérien et de se trouver à Tanger au même moment. L'ambassade d'Algérie au Maroc, elle-même, ne peut donner aucune indication sur le fait que M. Karim Belkacem ait été vu de loin ou de près à Tanger. Enfin, il a suffi qu'un Algérien, qui s'appelait Abdelkrim, je crois, dans l'avion se soit lié
d'amitié avec une journaliste dans l'avion de la Caravelle, elle s'est mise à l'appeler crime auprès d'une heure de conversation. Il n'en fallut pas plus pour que crime, ou bien il n'y a qu'un crime, de là crime Belkacem, de là la sédition en Kabylie. Voilà comment on écrit l'histoire de nos jours, et c'est pour cela que je considère que l'Etelex reste quand même, pour la vérité historique, un grand danger, car on n'a pas le temps de s'asseoir et de réfléchir d'une façon froide. Quant au deuxième élément que le président Ben Bella veut apporter pour asseoir la thèse de l'appui du Maroc aux révoltés de la Kabylie, c'était, disait-il, le fait que le Maroc masse ses troupes à la frontière. Eh bien, je n'ai pas de secret militaire à vous cacher. Comme vous le savez, le Maroc était organisé en régions militaires. Je pris un jour la décision, car ces régions étaient trop lourdes, et surtout sur le plan budgétaire et sur le plan triennal de l'équipement de l'armée, cela nous posait beaucoup de difficultés. Je pris donc la décision de dissoudre les régions militaires et de diviser le Maroc en régions géographiques, afin que sur le plan de l'armement, sur le plan de l'habillement, sur le plan du matériel, nous puissions avoir un matériel qui ne soit ni pléthorique, ni trop disparate. Et c'est ainsi que j'ai divisé le Maroc en trois parties: la zone littorale, la zone centrale des montagnes et la zone saharienne. Et de cette façon, d'Agadir jusqu'à Oujda, je savais que je n'avais qu'un genre de véhicule à acheter, qu'un genre de matériel et d'habillement. Il en était de même pour la zone centrale, qui est la zone montagneuse. Enfin, il en est de même pour la zone littorale. Comme vous le voyez, tout cela découlait d'un esprit organisé et qui ne tendait pas du tout, comme le prétendait le président Ben Bella, à amasser des troupes sur la frontière. En face de telles allégations, je fis convoquer notre ambassadeur à Alger. Et je lui ai demandé de transmettre au président Ben Bella non seulement mon étonnement, mais encore mon inquiétude devant de telles accusations dans lesquelles je ne voyais que le prélude à une période de tension. Ouad repartit sur Alger et revint en disant que le président Ben Bella proposait soit une rencontre entre lui et moi, soit une rencontre de nos ministres d'Affaires étrangères. Les paroles que le président avait proférées étant encore chaudes, l'encre qui les avait imprimées n'étant même pas encore sèche, il était difficile que nous nous rencontrions tous les deux, d'autant que le président Ben Bella ajoutait: je veux rencontrer le roi du Maroc, mais pour régler avec lui seulement les problèmes consulaires, mais il n'est pas question d'entrer avec lui dans le contentieux des frontières. Je voyais donc que notre rencontre était inutile, et j'ai proposé que nos ministres des Affaires étrangères se réunissent à Oujda, la fameuse entrevue entre M. Guédira et M. Bouteflika à Oujda. À partir de ce jour-là, les événements se sont précipités. 3 jours après l'entente, qui a été scellée par un communiqué commun entre nos deux délégations, le poste de Sibeda se faisait attaquer d'une façon très traître. L'attaque vint subitement à 11 heures. Elle produisit les effets que vous connaissez. بينك وبين الملك الحسن. ايه كانت لان ايه اسباب هذه المشاكل؟ كان النمط نتاع حكم غير النمط اللي كان موجود فيه. ليست قضيه النمط، وانما هم يقولون، وانا قلتها لك من قبل انك لم تفي. وبتفق مع جمال على هذا، انه كيف شفت ناصر كان مشكل هو، ولكن اسمح لي والله شيء مر ما بيناتنا، شيء مر وانا شعرت بهذا، شعرت. وبعدين مع العنايه نتاع التكلم باللغه العربيه ومع المشاكل ومع الترجمه، مش ترجمه كويسه بالفرنسيه، شعرت بلي انا اخوه والله. سمعنا هذه الكلمه وهو شعر بهذا والله وامشى. يعني انت قويت كل المعارضين في انحاء العالم. انا قويت كل اللي كانوا ضد النظام العالمي وضد امريكا بالدرجه الاولى، وحاولت نخرب بيتهم، ولليوم حاول نخرب بيتهم والله. هذه هي السياسه. Devant cette nouvelle qui me stupéfia, je ne pouvais avoir que deux réactions. Ou bien une réaction d'énervement, ou bien une action de sérénité, une réaction de sérénité. Et je me pris la tête entre les mains en me posant la question:
Mais à qui le crime profite-t-il? Pourquoi est-ce que le président Ben Bella, ayant déjà des difficultés intérieures de tous ordres et de tout genre, pourquoi irait-il lui-même et de sa propre initiative se créer d'autres difficultés? Pourquoi le fait-il? À qui peut profiter ce crime? À qui peut profiter un engagement sur les frontières? Et je convoquai immédiatement mon ministre de l'Information ainsi que mon directeur du cabinet militaire, leur fit prendre l'avion et leur dit: allez voir le président Ben Bella de ma part, montrez-lui la carte, expliquez-lui que Sibeda et Tinjoub ont été de tout temps marocains. La preuve, c'est que le président Ben Bella prétendit que nous avions un conseiller technique militaire français qui lui nous avait conseillé la façon dont on pouvait occuper Sibeda. Il se trouve que le pauvre Français qui s'est trouvé là-bas, nous ne savons même pas s'il est vivant ou s'il est disparu, était un vieux comptable administratif retiré et à la retraite qui avait été envoyé ce jour-là pour payer la solde de Mohazni. Eh bien, jamais le ministère de l'Intérieur n'aurait envoyé un agent technique pour payer la solde de Mohazni qui ne se serait installé que depuis 48 heures ou depuis 24 heures. J'ai demandé donc à M. Boutaleb d'expliquer au président Ben Bella ce qui s'était passé. بينك وبين الملك الحسن ايه كانت لان ايه اسباب هذه المشاكل؟ كان نمط نتاع حكم غير النمط اللي كان موجود فيها. ليست قضيه. À partir du moment où un chef d'État, en principe responsable, profère des paroles aussi graves, je puis dire que quelle que soit la volonté, la bonne volonté de son interlocuteur de vouloir régler le problème par la voie de la négociation, de vouloir arrêter les combats et l'effusion de sang, quelle que soit la bonne volonté de cet interlocuteur, il est fort à craindre qu'elle ne soit pas payée de retour, car ce qui lui importe donc à M. Ben Bella, ce n'est pas la personne de Hassan II, c'est pas Hassi Tinjoub, c'est pas Hassi Beda, c'est le régime que le Maroc s'est choisi depuis des années. Je répondrai à M. Ben Bella ceci. On ne juge pas un régime par rapport à soi. Dans le monde du XXe siècle, on juge un régime de par sa solidité. D'abord, sa nature important peu. Le régime monarchiste au Maroc, grâce à Dieu, est solide. Il est solide et il le restera car il représente un dialogue de 14 siècles entre les souverains marocains et leur peuple. Il représente une communion de pensée. Et le jour où le Maroc serait, à Dieu ne plaise, affligé par un souverain qui ne se ferait pas le porte-parole des aspirations profondes de son peuple, qui ne serait pas celui-là même qui doit veiller à son bien-être, eh bien ce jour-là, je prie Dieu que jamais ce souverain ne monte sur le trône. Je dirais aussi au président Ben Bella que lui peut parler d'expérience, moi je parle de régime. Il se pouvait que moi aussi je dise que la stabilité en Afrique du Nord ne peut pas se concevoir avec une expérience qui tourne à tort et à travers et qui ne procède que de nationalisation et qui ne procède que de biens de main morte. Je pourrais lui rétorquer beaucoup de choses. Je pourrais lui dire, Monsieur le Président, et ainsi de suite. Mais l'injure me désarme et je ne répondrai pas à l'injure par l'injure. Je lui dirai tout simplement qu'il n'a toujours pas répondu à mon télégramme. Je lui dirai tout simplement qu'au moment où ses troupes attaquaient Isch, je pouvais engager les miennes. Mais qu'au moment où lui me tirait dessus avec des cartouches et des obus, moi j'essayais de lui tirer dessus avec des idées dans un télégramme, en attirant son attention sur les conséquences fâcheuses et peut-être même irréversibles que son geste pouvait attirer sur nos deux pays. Jusqu'à présent, il n'a pas cru devoir répondre à ce télégramme, et encore moins, il n'a pas cru devoir répondre à l'appel internationalement jeté, lancé au Maroc et à l'Algérie, de mettre un terme aux combats dans lesquels nous nous affrontons tous les jours. L'empereur d'Éthiopie a bien tenté une médiation. De notre côté, nous nous sommes mis à sa disposition, lui expliquant
qu'entre Marrakech et Alger, il y avait des points qui pouvaient faire triangle et d'une façon géographiquement rapprochée de nos capitales, car nous ne voulions pas nous éloigner trop de l'Afrique du Nord. Nous lui avons proposé Gibraltar, nous avons proposé Malaga, nous avons proposé Madrid ou Séville. Le président Ben Bella a dit non. Moi je vais en Suisse ou je vais en pays scandinave. Par la suite, le président Haïlé Sélassié ne nous a plus fait de propositions. Il faut croire qu'il n'a pas rencontré auprès du chef de l'État algérien la compréhension qu'il aurait souhaité. Le président Nasser m'a envoyé une lettre me disant qu'il proposait que la réunion des ministres des Affaires étrangères qui devait se tenir à Tunis le 28 se tienne à l'échelon le plus élevé, qu'il proposait qu'il y ait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, et dans laquelle il ajoute que ma foi, si je considère que sa présence était de nature à arranger les choses, qu'il se tenait à notre disposition. Hier, j'ai reçu l'ambassadeur du Mali qui me fait savoir que son gouvernement et surtout le président de la République sont prêts à réunir le Maroc et l'Algérie à Bamako. J'ai répondu au président Modibo Keïta que j'étais à sa disposition quand il le voudrait, sans préalable, mais que j'avais d'autres propositions et que dans la mesure où l'on pouvait concilier les unes et les autres, cela ne pourrait être que mieux, car dans ce conflit, nous cherchons le maximum de témoins de moralité. Notre thèse est juste, elle est fondée sur la fraternité. Nous n'avons rien ménagé à l'Algérie combattante. Nous n'avons rien ménagé à l'Algérie indépendante qui se relevait de la guerre. Nous avons toujours pensé que la droiture et la franchise seraient ce qui nous paierait le plus, sans pour autant abandonner nos revendications, et les Algériens savent qu'elles sont fondées, qu'elles sont justes. Je suis personnellement prêt à employer tout moyen pacifique pour que cesse ce combat fratricide. Et je dirais tout simplement au président de la République algérienne qu'il fasse très attention, car il est en train d'introduire en Afrique du Nord un virus et des méthodes dont Dieu nous a préservés jusqu'à présent. Le mensonge, la guerre psychologique, les discours sur les forums, les injures, les allégations, les accusations, eh bien, ce sont des méthodes qui ne peuvent pas être celles des Africains du Nord, qui ont toujours été connus pour être de grands seigneurs et des hommes. Nous n'avons jamais pu penser qu'un jour l'Algérie puisse prétendre que l'avion qui a emmené Ben Bella avait été abandonné ou donné à la France par Mohamed V et son fils Moulay Hassan. Je dirais même au président Ben Bella que sa chance a été qu'il ait été fait prisonnier. Car de nos jours, peut-être lui serait-il en Kabylie, ou serait-il éloigné, ou aurait-il même trouvé la mort dans un commandement militaire dans les Aurès. Que sa chance, ça a été d'avoir été capturé. Je dirais à M. Ben Bella que personne au monde, comme le Maroc, n'a payé le prix aussi cher de la capture de Ben Bella, pas même dans son pays. Meknès, les événements de Meknès nous ont sali la réputation dans le monde. Nous avons été montrés comme des sauvages. Les capitaux ont fui. Nos rapports avec la France se sont détériorés pendant plus de 9 mois. Pendant ces 9 mois, nous avons manqué de techniciens français, d'aide budgétaire français, de la coopération avec la France. Pendant ces mois, aucun capital étranger n'est venu s'investir. Nous avons payé un prix que personne n'a payé. الإخوان في مراكش وفي تونس وقتلوا بالمئات الفرنسيين بالشاقور بكذا قتلوا المئات. Et je dirais enfin à M. Ben Bella, ce qui vous a fait connaître encore plus internationalement, c'est le jour où, ayant décrété la grève de la faim, seul le roi du Maroc prit sur lui d'envoyer 3 ministres, et pas parmi les moindres, pour attirer l'attention du monde, pour attirer l'attention de l'opinion publique, qu'il y avait un homme qui, du fait qu'il ne mangeait pas, pouvait mettre à feu et à sang l'Afrique du Nord. Était-ce exagéré? Ne l'était-ce pas? On ne pourra jamais le savoir, car tout peut se corriger, sauf l'histoire. Elle est irréversible. ما الذي منع فرنسا من إعدامكم وأنتم كان يعدم من هو أقل منكم في ذلك الوقت؟
في رأيي هو الوضع في تونس وفي مراكش وهذا هو. كيف؟ لأن يعني يا أخي مشكل مع الملك يعني محمد الخامس يعني طبعا احنا خذونا في طائرة مراكشية وفي ظروف معروفة يعني، ولهذا كان الملك ينظر بأن احنا يعني سجناء من جرة يعني هذا. الملك شعر بمن يعني يقف وراء عملية الخيانة في تسليمكم؟ والله يا أخي ما ادخلش في نفوس الناس ويعرف من ولا ما يعرفش من ولا كاين ولا ما كانش. لا جاوبتك على هذه وبودي ما نرجعش لهذه المسألة. بس لأن احنا تعرضنا محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. طيلة سجننا وحتى خرجنا سجننا وشفته بعدين كان موقفه رائع مع يعني فيما يخص القضية الجزائرية كان موقفه من أروع ما يكون. طيب الآن وأنتم في السجن وكل لكم محامين، كان واحد منهم كان مغربي؟ كان واحد منهم مغربي هو عبد الرحمن يوسفي الآن رئيس الوزراء. نعم. كان هو المحامي الخاص به. كان آخر هو من أصل جزائري، كان مستشار الملك اسمه شرقي. هذا الرجل عنده مقدرة هائلة في المحاماة يعني، رجل رائع يعني محامي من طراز الرفيع، وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك محمد الخامس. محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟ أي نعم، كان هو صلة ما بيننا وما بين محمد الخامس. Enfin, que vous le vouliez ou non, et que je le veuille ou non, l'Algérie aura le régime qu'elle s'est choisi, même si je ne le veux pas. Que vous le vouliez ou non, le Maroc aura le régime qu'il s'est choisi. Alors, faites, Monsieur le Président de la République, contre mauvaise fortune bon cœur. Et ma foi, acceptez malgré tout de cohabiter avec cette monarchie que vous couvrez de tous les anathèmes, que vous couvrez de tous les qualificatifs les plus bas. Mais je lui dirais que cette monarchie, avec la lenteur et la sérénité de cette caravane dont parle le proverbe arabe, passe en laissant derrière elle tout ce dont on peut la couvrir, car seule une réalité compte pour elle, c'est l'état de communion dans laquelle elle se trouve avec son peuple, et c'est la mesure dans laquelle elle peut prétendre qu'elle est le véritable porte-parole des besoins non pas seulement politiques, mais même économiques et sociaux de tous ceux qui constituent la grande famille, la grande communauté des Marocains. Messieurs, je pense pouvoir maintenant passer aux questions que vous m'avez posées. Parmi ces questions, il y en a qui ont été déjà abordées par la conférence. Je réponds ainsi à une question. Comme je vous le disais, le Maroc ne met aucun préalable à une rencontre avec le président Ben Bella. On parle beaucoup des officiers égyptiens qui ont été capturés dans l'hélicoptère. C'est un acte qui m'a personnellement surpris et peiné, car nous savions depuis longtemps qu'une mission militaire de la République arabe unie était en Algérie. Nous n'avons jamais protesté car nous pensons que nous sommes libres d'aller chercher les missions de coopération où nous voulions. Et nous étions à peu près persuadés que cette mission militaire pouvait tout préconiser en Algérie, pouvait tout faire, sauf de conseiller sur le plan militaire nos frères algériens dans les attaques qu'ils pouvaient déclencher contre nous. Ces officiers ont été capturés, comme vous le savez, dans les conditions que vous savez. Contrairement à toutes les allégations, ils n'ont pas été forcés d'atterrir. De l'aveu même du pilote algérien, ils se sont trompés. Ils ont cru atterrir à Abadla alors qu'ils atterrissaient parmi les êtres bêches. Ils ont été capturés. Monsieur Boutal vous a dit quelle était leur mission. Je pense que tout cela se passe de commentaires. Maintenant, quant aux conséquences qui peuvent en découler, eh bien, ce que voulait le Maroc, c'était avant tout prouver qu'il était seul de son côté, mais que de l'autre côté, M. Ben Bella ne réagissait pas en tant que national pur,
Nous agissons en tant que nation, nous, en tant que Marocains. M. Ben Bella agit en tant que national plus quelque chose. Voilà la différence. Quant aux conséquences que cela peut entraîner, eh bien, nous attendrons de voir ce que va proposer la RAU concernant cette affaire. Où on parle jusqu'où s'étend le territoire que le gouvernement de Sa Majesté réclame. Cette question est répétée par 2 ou 3 fois. Il faut prendre dans la vie des points de repère. Il est certain que si nous remontons à la dynastie des Almohades, cela nous mènerait très loin. Et par surcroît, si nous allions du temps de Yusuf Ben Tashfin, dont c'est ici la capitale, nous aurions des ennuis aussi avec nos voisins du Nord. Le tout, c'est de prendre des repères historiques pour voir à quel moment est-ce que l'équilibre des nations a été vicié par une intervention coloniale. Je pense que si nous considérons que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont été tous logés à la même enseigne avec un dénominateur commun qui s'appelle la France, que ce soit sous forme de colonie ou de protectorat, nous pouvons parfaitement considérer qu'à un moment donné, un seul élément, comme une loi mathématique, un seul élément est venu vicier les rapports nationaux et étatiques de ces 3 nations qui ont été logées à la même enseigne du colonialisme français, que ce soit sous forme de protectorat ou de colonie. Je pense que c'est à partir de ce critère que nous pourrons délimiter les prétentions juridiques des uns et des autres. Oui, Majesté, j'aurais voulu savoir d'abord si effectivement vous teniez cette contrainte. Si vous voulez, de même que je vous ai donné un avion pour aller sur la zone opérationnelle, je vais demander à M. Alaoui de vous rouvrir le club Méditerranée si vous voulez aller dans le Rif. Même je suis prêt à vous offrir 2 ou 3 jours ou 4 jours de vacances là-bas. Et troisièmement, si c'était pour des questions politiques ou stratégiques que les forces armées royales n'avaient pas repris. Vous savez, on dit chez nous, un proverbe dit que lorsque celui qui parle est fou, il faut que celui qui écoute soit sage. Il est certain que pour vouloir reprendre un poste qui vous appartient, on peut peut-être déclencher de la part de l'autre côté une catastrophe qui peut s'abattre sur des villes et sur des populations civiles. Ce n'est pas l'envie qui me manque d'aller reprendre Isch, parce que c'est à moi. Enfin, c'est à moi, c'est au Maroc, dans la mesure où je parle au nom de mon pays. Mais pour un petit poste accroché à la montagne, nous risquons de donner justement l'alibi qu'il faut à un déluge de folie et de passion. Je considère que Isch, de toute façon, est incontestable. Il y a là-bas les douaniers, il y avait le commissariat. C'est sur une frontière qui n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation, même du temps des Français, et que, ma foi, ce n'est qu'un prêté pour un rendu. Ils seront obligés de nous le rendre d'une façon ou d'une autre. Mais comme de toute façon, ce point ne requiert ni arbitrage, ni preuve, et qu'il est à nous d'une façon définitive et irréfragable, ben, il vaut mieux que son règlement intervienne dans le règlement général, si toutefois règlement général il y a dans les temps qui viennent. Autrement, nous verrons dans l'obligation de le récupérer lui aussi.